richesse ivoirienne. Je rappelle à ceux qui nous regardent que la France, qu'il n'existe aucun pays dans le monde parlant exclusivement français qui soit développé en dehors de la France. Je dis bien, il n'existe aucun pays dans le monde parlant exclusivement français qui soit développé en dehors de la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'État français ne vit que par les crocs en jambes et les marchés politiques qu'il se donne politiquement dans les pays qu'il contrôle. Lorsque la France a eu besoin de contrôler, le pétrole, la France a fait en sorte d'utiliser Ojukwu pour attaquer son propre pays, le Nigeria, pour vouloir faire ceci, pour que le Biafra gère toute une bonne partie des réserves pétrolières du Nigeria. C'est ainsi que M. Ojukwu, qui a eu comme allié Félix Houphouët, a attaqué son pays. Et même un de ces jours, le port Harcourt, qui est un des ports les plus importants, était tombé aux mains des assaillants, conduits par Ojukwu. Il a fallu à l'époque Scorpion Noir, le prince a découlé, pour qu'au bout de 6 jours, ils reprennent Port Harcourt, le contrôle de Port Harcourt. Donc les Français sont les mêmes. Ils ne changent pas de méthode. C'est pourquoi il y a la rébellion et un réajustement de la politique Écoutez, de la France. écoutez cette vidéo, chers camarades, écoutez. Et partagez surtout au maximum. Maintenant qu'on a compris le cheminement, quel est le problème essentiel qui fait que nous sommes en crise? C'est le traitement de la question nationale. Pourquoi? Je dis bien pourquoi. Voyez-vous, à partir de 1960, on donne l'impression aux Ivoiriens qui sont indépendants, le fait président de la République. Mais je rappelle aux Ivoiriens que durant au moins 20 ans, la Côte d'Ivoire était dirigée de façon spéciale. Dans chaque ministère, il y avait un blanc qui était le vrai ministre et des Africains qu'on nommait ministres à l'issue des décrets et qui, eux, géraient les affaires domestiques. Je donne quelques exemples. À l'éducation nationale, c'est FEJAS, ministre de l'Éducation nationale. À la recherche scientifique, Anne-Marie Desjolies du Cabanon et Michel. À la fonction publique, Grégoire, pour ceux qui ont eu affaire à Grégoire, il est resté jusqu'aux années 80, depuis 1950 jusqu'à 80. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire a fonctionné. Ça dit qu'il y avait donc des conseillers techniques qui étaient les vrais ministres. Et puis donc, les ministres qui expédiaient les affaires politiques. Et on a fonctionné comme ça. Et le centre de décision, c'était Paris. C'est-à-dire que vous avez un président de la République dont le directeur du cabinet est français. Son chef de cabinet est français, tous ses conseillers techniques sont français, sa secrétaire parlementaire, Mme Plazané, est française. Chaque conseil des ministres, on faxe l'ordre du jour à Paris, qui donne son avis sur ce qui doit être dit et sur les questions qui doivent être débattues. Et ça ne suffit pas. La Côte d'Ivoire a un rôle particulier qui lui est assigné, à savoir que au moment où nous allons vers les indépendances, on se dit, bon, pour tout le monde, il faut régler la question de la nationalité. La Côte d'Ivoire se dit, comme dans les autres pays, il faut donner la possibilité à ceux qui vivaient là, qui étaient fonctionnaires dans le cadre de l'AOF, de choisir s'ils veulent être ivoiriens ou pas. Ça a été fait, au terme donc de notre code de nationalité de 1961. On a donné la possibilité à ceux qui étaient là de dire qu'ils veulent devenir ivoiriens. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Mais simplement parce que dans ce pays, que vous soyez ivoirien ou non, vous aviez exactement les mêmes droits, y compris le droit de vote. Je dis bien y compris le droit de vote, alors que théoriquement, cela était réservé aux Ivoiriens. Ce n'est pas par hasard si en 1964, au moment où on adopte le code de la fonction publique, parmi les pièces à fournir pour devenir fonctionnaire, alors qu'on affirme que pour être fonctionnaire, il faut être ivoirien, on omet d'indiquer qu'il faut fournir un certificat de nationalité. Monsieur le ministre Jean-Biel, quel était donc le dessein de la France pour la Côte d'Ivoire? J'arrive. Et donc, c'est ce qui explique que dans notre fonction publique et même dans notre armée, à des postes élevés dont devient la responsabilité, il faut des non-ivoiriens. Des non-ivoiriens. Touré Soudi a été bien, il a fait l'ENA,
c'est partout. Il a été directeur de la caisse de péréquation avant d'être directeur cabinet du Premier ministre et se retrouver Premier ministre dans son pays, la Guinée. Je rappelle que quand M. Alassane Ouattara a été Premier ministre ici, son directeur de cabinet c'était Touré Sidia et son conseiller technique principal c'était Koupaki. Quelques années plus tard, Koupaki est devenu ministre des Finances dans son pays, le Togo, et Touré Sidia est devenu Premier ministre dans son pays, la Guinée. Pendant même que M. Ouattara lui-même est le seul individu que je connais qui a travaillé dans la même institution à deux moments différents pour représenter deux États différents. Ça, vous le savez. Il a été vice-gouverneur, puis gouverneur, dans la même institution, la BCEAO, au titre de Burkina Faso, de la Haute-Volta, puis de la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire a été gérée de façon particulière. La question de la nationalité a été traitée de façon particulière. De sorte qu'au moment où Félix Houphouët tend vers la fin de sa vie, toute la question pour la France est de savoir comment gérer la Côte d'Ivoire en maintenant les paradigmes de gouvernance du feu, qui sont de deux hommes dans cette condition. Premier paradigme, la France peut faire ce qu'elle veut en Côte d'Ivoire. Deuxième paradigme, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Ce n'est pas par hasard si, lorsque vous parcourez le monde entier, dans tous les aéroports, il n'y a qu'à Abidjan ou à l'aéroport d'Abidjan, on ne fait pas de distinction entre les passeports. Tout le monde fait le même rang. Ce n'est pas un hasard. Et la Côte d'Ivoire a été gérée ainsi. La question de la nationalité a été traitée de façon particulière. Ici, quand vous discutez avec des gens qui sont allés au Sénégal, ils disent oh, oui, les Sénégalais sont xénophobes. Pourquoi? Parce que quand un Ivoirien arrive à la BCE, on ne veut pas que sa femme travaille. Mais c'est les Sénégalais qui respectent la loi, les accords mutuels. Lorsque vous avez un statut diplomatique, votre femme ne travaille pas. Et comme la Côte d'Ivoire est un pays spécial, tous ceux qui ont un statut diplomatique, leurs femmes peuvent travailler. C'est pourquoi je vous demandais quel était le dessein de la France pour la Côte d'Ivoire. Pour la France, la Côte d'Ivoire est une de ces sous-préfectures où chacun en arrivant peut dire je suis ivoirien, point trait. C'est le sens d'ailleurs de la fameuse loi portant double nationalité que Fouette avait introduite à l'Assemblée nationale en 1963 et qui avait été débutée par les députés de l'époque. Donc voilà, nous sommes en plein. La crise ivoirienne est liée, comme je viens de vous l'expliquer, à deux choses. D'abord, un réajustement des politiques coloniales et deuxièmement, une volonté de la France de revenir au paradigme de gouvernance du feu. Voilà les deux raisons qui fondamentalement expliquent que la Côte d'Ivoire soit en crise aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est en crise. Voilà. De toute façon, la France vient attaquer la Côte d'Ivoire à travers les Ivoiriens. Oui. Donc, on peut comprendre que nous-mêmes, Ivoiriens, nous sommes complices. Mais écoutez, c'est que fonctionne le monde. Lorsque une puissance étrangère veut poser un acte de ce type dans un pays, même un pays qu'il domine, il passe toujours par un certain nombre de ressortissants à l'intérieur. C'est ainsi que le monde fonctionne. Il a bien fallu qu'il y ait des rois complices à l'époque pour qu'on prenne les Africains comme esclaves. Il a bien fallu que dans la période où les Africains luttaient pour leur autonomie, qu'on utilise des Africains pour dire qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils veulent demeurer dans la communauté. Il a fallu qu'on utilise des Africains pour leur faire croire qu'avec les Blancs, c'est toujours mieux. C'est d'ailleurs le sens du progrès à l'époque au Parti progressiste. On est mieux avec les Blancs. Donc, une des conséquences de cette crise, c'est que les puissances partagez. D'assécher économiquement la Côte d'Ivoire pour ramener le peuple à la révolte. Qu'en pensez-vous? Mais je dirais que c'est logique. Pourquoi? Voici un pays qui a fonctionné selon les règles que je viens de vous indiquer et qui, en 1993, connaît la rupture. D'ailleurs, il y a un événement que je n'ai pas signalé en 1990. Félix Houphouët, qui a été un serviteur de la France, se rend compte que vraiment, il n'y a pas de Félix Houphouët se fâche face aux spéculateurs en matière de café-cacao. Et Félix Houphouët déclenche la guerre du cacao. En 1988, Félix Houphouët perd la guerre du cacao.
tous ceux qu'il a servi se décident donc d'éliminer, de liquider au fouet, militairement, économiquement, politiquement. 1988. Et donc c'est à partir de là que s'abattent sur la Côte d'Ivoire les fameux programmes d'ajustement structurel. Où on liquide tout le SODO, on liquide tout le patrimoine du fouet pratiquement. Et on fait de la Côte d'Ivoire un État totalement vassalisé, de sorte que la communauté internationale a été dans de bonnes conditions pour imposer à Félix Houphouët le choix de M. Ouattara. Houphouët n'a pas choisi Ouattara. Ouattara lui a été imposé par la communauté internationale parce que la communauté internationale a décidé de liquider physiquement, politiquement, militairement et économiquement Félix Houphouët. Voilà. Et donc, quand en 1993, Houphouët-Boigny disparaissent, quoi de plus normal? Première tentative de coup d'État, déjà le 7 décembre 1993. M. Ouattara et M. Gueye, mais finalement, comme certains gros bras, comme Front Populaire n'ont pas voulu coopérer, parce que le secrétaire Babou Laurent dit attention, nous n'avons pas été d'accord avec ce mode de succession monarchique, mais appliquons la loi. Donc, Bédi Konari arrive dans ces conditions, mais très affaibli parce que lui-même, au sein de son parti, il est très contesté. Très affaibli par rapport à ce qu'il a en face de lui, très affaibli par rapport à l'extérieur, parce qu'en réalité, l'extérieur attend un retour au paradigme de feu, très affaibli par rapport donc à tout cela. Il arrive le 7 décembre 1993, et la même France vient lui demander l'autorisation de faire en sorte que M. Ouattara aille au Fonds monétaire international au compte de la Côte d'Ivoire et l'accepte en se disant lui c'est pour l'éloigner, alors qu'il ne sait pas que c'est pour lui donner les moyens de revenir bien plus fort. Nous avons posé la question suivante, Monsieur le ministre, pourquoi et contre qui ou contre quoi le peuple ivoirien doit-il résister? Alors que maintenant que tout le monde se comprend pourquoi il y a eu la crise, dans quelles conditions il y a eu la crise, il est facile maintenant de discuter vraiment la question de la résistance. Je vous ai dit que cette crise est liée à la volonté de la France de revenir au paradigme du gouvernement du feu, c'est-à-dire, premièrement, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne, deuxièmement, la France peut y faire ce qu'elle veut. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que les Ivoiriens veulent? Un État qui fonctionne et qui fonctionne en fonction de leurs intérêts. Est-ce qu'un tel État peut fonctionner en revenant au paradigme du gouvernement du feu? Assurément non. Et comme on a, à partir de 2001, un président de la République qui est totalement différent, qui lui a une vision, qui sait ce qu'il veut et qui est issu des urnes, c'est-à-dire qu'il a eu la caution de chaque Ivoirien, de la majorité des Ivoiriens, alors aujourd'hui la France dit un tel président ne nous convient pas. Il faut sortir de là pour avoir quelqu'un à qui nous pouvons dire faites ceci et il le fait. Donc, les Ivoiriens ont une seule issue dans cette affaire. Revenir à un État qui fonctionne en fonction, qui est là et qui agit relativement à leurs intérêts fondamentaux. C'est donc la résistance est un moyen pour les Ivoiriens de maîtriser leur avenir. Maîtriser leur avenir, faire en sorte que les actes essentiels qui sont posés le soient en tenant compte de leurs intérêts, de l'intérêt des Ivoiriens. Voilà toute la problématique de la résistance aujourd'hui. Parce que quand on a bien réfléchi et qu'on a bien compris que ce n'est pas le personnage, ce n'est pas l'individu Gbagbo Laurent qu'on veut chasser, mais c'est plutôt une forme de gouvernance qu'on veut liquider, on a bien compris rapidement que ce n'est pas une petite crise post-électorale qui est là aujourd'hui, c'est le coup d'État de 2002 qui se poursuit à travers donc une superposition d'intérêts et où la France fait tout pour prendre en charge, pas prendre en charge, pour se donner comme allié un certain nombre de grands pays. Vous savez, la France a toujours agi ainsi. Lorsque la France voulait se battre au Vietnam, la France, pour que les États-Unis lui soient proches,
a dit que c'était une guerre anti-communiste, alors que c'était une guerre coloniale pure et simple. Donc la France, qui est la première puissance diplomatique dans le monde, a réussi à se donner les moyens de faire en sorte que l'ONU soit instrumentalisée à cette fin. Et donc, nous sommes partis de négociation en négociation, grande tentative à partir de Marcoussis de dépouiller celui qui a été aucun individu qui a été désigné par la France puisse être aux commandes. C'est d'ailleurs pourquoi la France n'est pas restée totalement au-delà de hors de tout cela. Vous avez bien vu le GTI. Malgré toutes les résolutions, vous avez vu comment ça a été géré. Et comment est-ce qu'on en est arrivé à aller chercher une société, SAGEM, etc., pour faire le recensement et tout. On est en plein dans le coup d'État depuis 2002. Aujourd'hui, nous en sortons. On arrive à une crise post-électorale qui n'est que la continuation de tout ce qui a été fait depuis 2002. Et donc, ce n'est pas une crise banale, c'est une crise où la France veut se donner les moyens de contrôler l'État de Côte d'Ivoire. On a vu que la résistance du peuple ivoirien s'est démontrée à plusieurs occasions, notamment en 2002 lorsqu'il y a eu l'attaque, on a constaté aussi en 2004. Mais quand même, il faut noter un certain relâchement qui a été plus ou moins incarné par le président Laurent Gbagbo lui-même, du moment où la rébellion était composée avec le pouvoir du régime du président Laurent Gbagbo. On ne peut pas parler de relâchement. Ça peut être un répit tactique. On ne peut pas parler de relâchement. Regardez un peu comment les choses fonctionnent. À un moment donné, on sait que les Européens ont plusieurs choix. Soit prendre l'État, le contrôle de l'État qui fonctionne et le gérer, soit réaliser ce qu'on appelle le non-État. C'est-à-dire que faire en sorte que l'État ne se retrouve plus jamais. C'est comme cela qu'ils ont géré la RDC. C'est comme ça qu'ils gèrent le Libéria où pratiquement l'État est absent. Et donc, le président de la République, ayant fait rapidement cette analyse, s'est dit peut-être qu'il vaut mieux composer avec tout ce monde et puis aller battre aux élections pour que, une bonne fois pour toutes, nous ayons une visibilité dans cette affaire. Donc, c'est peut-être un régime tactique. C'est comme cela que moi je l'explique. Battre aux élections, une force composée d'ex rebelles, ce n'était pas trop suicidaire? Bon, disons que la sans France, désarmement. En réalité, c'est parce qu'on n'a pas fait beaucoup attention aux méthodes de la France. La France, parce qu'elle nous sous-estime, elle ne change jamais de méthode. Prenez ce qui s'est passé en 1999. Comme je vous ai dit que les deux paradigmes de gouvernance de feu, c'était 1. La France peut faire ce qu'elle veut, 2. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Il a suffi que Bédié Konaré lance ce qu'on appelle l'ivoirité. Même si ça n'est expliqué, les Français ont bien compris que bien plus tard, ce qui était derrière sa tête, c'était en réalité la question de la préférence nationale qui le remettait au bout du jour. Et donc, ils ont organisé un coup d'État pour le faire partir. Mais pour le faire partir, Bédié Konaré se trouve à Daouko, c'est l'ambassadeur de France chez lui de rentrer rapidement pour engager des négociations avec les militaires. Et quand il arrive, il est conduit à l'ambassade de France, à la résidence actuelle du chef de l'État qui est à côté de l'ambassade de France. Et ensuite, on lui donne l'impression que non, mais comme ça ne va pas, nous, on va vous protéger, on va vous envoyer au 43e Bima. Mais c'était pour rapidement faire le limite de ce qui arrivait. On n'avait pas compris ça. Mais comme la France ne change jamais de méthode. Quand, en 2002, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire, le président de la République se trouvait en Italie, ils ont envoyé, M. Chirac a envoyé un conseiller pour lui dire non, mais il n'y a pas de problème, comme chez vous, ça ne va pas, venez ici un peu, et puis ensuite, vous allez repartir. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, j'arrive demain. Et au moment où les Français l'attendaient, il atterrissait en Côte d'Ivoire. Donc, comme les Français ne changent pas. Camarades, vous avez entendu. Vous avez entendu comment notre pays est géré par la France. Vous avez entendu comment notre pays est embêté par la France. Et c'est ce à quoi Gbagbo a fait face. Depuis octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011. Vous avez compris comment Ouattara a été parachuté à la tête de notre État.
Vous avez compris pourquoi, comment Ouattara et pourquoi Ouattara a été parachuté à la tête de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous avez entendu, Houphouët-Boigny avait pour directeur de cabinet des Blancs, de conseiller technique des Blancs. Aujourd'hui, le conseiller à la sécurité de Côte d'Ivoire, du président Ouattara, c'est qui? C'est un Blanc. Les véritables décideurs dans le régime Ouattara, c'est qui? C'est des Blancs. La plus gradée parmi ces personnes-là, c'est sa femme, Dominique Nouvian-Folorou. Elle travaille pour la France. Elle n'est pas là pour gérer un couple ou quoi que ce soit. Je me demande même si Ouattara gagne ses Wano d'Angola. Elle est là pour gérer la Côte d'Ivoire avec ses frères et sœurs blancs et français. Le coup d'État de 93 qui a échoué, c'est ce qui a réussi en 1999 contre Bédié. Parce que Bédié avait lancé le concept de l'ivoirité. Consommer ivoirien. Consommer ivoirien, ça ils ont manipulé pour dire, mais qui a manipulé? C'est pas Ouattara. Pour dire que non, comme il est du Nord, on dit n'est pas ivoirien. Mais tu n'es pas ivoirien, tu es burkinabé, de Sendou. C'est une réalité. Qu'est-ce que Bédié visait? Bédié visait la sécurité alimentaire des Ivoiriens. L'autosuffisance alimentaire des Ivoiriens. Qu'est-ce que Bédié visait? Bédié visait la nationalisation d'un certain nombre d'entreprises qui avaient été privatisées quand la crise a frappé la Côte d'Ivoire en 1988-89. Quand Houphouët-Boigny a perdu la guerre du cacao contre l'Occident. C'est pourquoi Houphouët-Boigny a regardé Gbagbo comme ça. Et puis il dit, hélas, tu me ressembles. Parce qu'il voyait qu'à ce moment, la nouvelle vision qu'il avait entamée, c'était la même vision dans laquelle Gbagbo marchait. Vous avez compris? Vous avez compris que ce n'est pas sur les réseaux sociaux seulement qu'on peut gagner ce combat. Vous avez compris? Vous avez compris que ce combat est plus que profond que ce qu'on croit. Vous avez compris? Vous avez compris que les Blancs ne veulent pas lâcher notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Vous avez compris que les Blancs veulent disposer de notre pays. Vous avez entendu? Le port les appartient aujourd'hui. Port-Bouillet les appartient aujourd'hui. Bouaké les appartient aujourd'hui. Ils ont tout pris. C'est pourquoi Gbagbo ne viendra pas au pouvoir aussi facilement que ça. Jamais. Ils ont fait l'erreur pour laisser Gbagbo venir au pouvoir en 2000. Mais ils vont tout faire pour empêcher Gbagbo de venir au pouvoir encore en 2025. C'est pourquoi Bédié est mort. Parce que Bédié plus Gbagbo, c'est le pouvoir, c'est la rupture assurée. C'est pourquoi Bédié est mort. Un jour, je vais vous dire qui a tué Bédié. Mais vous allez comprendre pourquoi ils ont tué Bédié. Ils ont tué Houphouët-Boigny. Pourquoi? Parce que Houphouët-Boigny avait commencé à leur tourner le dos. Ils ont fait coup d'état sur Bédié. Pourquoi? Parce que Bédié avait pris une direction contraire à leur vouloir. Ils voulaient un homme comme Bédié, comme Houphouët-Boigny. Et l'homme qui devrait avoir comme Houphouët-Boigny, c'est Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est en train de mourir physiquement. Il faut préparer un autre. Bédié est mort. Mais nous, les Africains, nous les Ivoiriens et les Africains, on a peur de rien. Et on sait que à coup sûr, nous allons changer les choses en Côte d'Ivoire. À coup sûr, Gbagbo va prendre le pouvoir en 2025. C'est pourquoi quand je vois des plaisantins nous dire, on va prendre, prenez telle personne, ils ne savent pas le problème auquel la Côte d'Ivoire fait face. Ce problème est trop profond, chers camarades d'Afrique. C'est Gbagbo, l'unique chance à la Côte d'Ivoire pour sortir des griffes de l'Occident. Si on a perdu Gbagbo, on a perdu la Côte d'Ivoire pour au moins 100 ans. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique, le samedi prochain, j'attends tout le monde à la place Trocadéro. Je dis bien, j'attends tout le monde à la place Trocadéro. À partir de 13h00, samedi prochain, en marché. La lutte là, ça a démarré. Ça a démarré, no stop. Vive l'Afrique libre.
Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive Laurent Gbagbo. Vive la Côte d'Ivoire. On est ensemble.